latim plural de quando em quando quase não há quantidade que se medir, qualidade que se expressar. Oui, bonjour François Ansermet. Bonjour. Merci pour l'entretien que vous avez bien voulu nous accorder pour le journal Synapse de la 18e journée de l'EBPMG. Voilà, donc on vous attend au Brésil au mois d'octobre, mais dès maintenant, on a déjà quelques questions à vous poser pour commencer à préparer ces journées. Donc, le Brésil, c'est la première fois pour vous? Non, c'est pas la première fois parce que je suis déjà venu à Rio oui. Plusieurs fois. Oui. Et une fois pour des présentations cliniques d'enfants des rues, l'hôpital là-bas à Rio. Oui. Et puis une autre fois pour la sortie au Brésil de Clinique de l'origine, qui était édité à Rio oui. il y a quelques années. Par Contracapa. Par Contracapa, avec oui. une préface de Romildo. Oui. Voilà, oui. Il y a déjà pas mal d'années. Et ils avaient fait la sortie du livre avec des conférences données à l'UBP et puis également dans la librairie de Contracapa. D'accord, mais à Minas Gerais, donc ça sera la première fois. Absolument. D'accord, on va vous montrer le coin, on va travailler ensemble. Donc en ce qui concerne, on m'a envoyé quelques questions, donc on va essayer, vous pouvez répondre comme vous voulez, juste pour faire un peu le tour. Oui. Elles sont nombreuses, le sujet est assez, en général, psychanalyse et sciences, ça fait parler. Donc, on va commencer par une première question. Et là, vous pouvez parler à partir du biais qui vous plaira. Donc, pour une première question, on vous demande quelle est, à votre avis, l'importance de discuter aujourd'hui le rapport psychanalyse et sciences? Oui, je dirais que c'est important parce que paradoxalement, contrairement à ce qui est souvent dit, il y a aujourd'hui dans les pratiques de la science et des technologies qui en résultent un point de vertige, un point de butée, un point de perplexité. Il y a des commissions d'éthique qui traitent ces questions, mais ce sont aussi des questions cliniques, une nouvelle clinique qui résulte des avancées de la science. Et peut-être à côté des commissions d'éthique, on devrait faire des observatoires de l'angoisse ou des observatoires de la perplexité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la science, dans ses développements, génère une série de questions. Si on pense aux biotechnologies de la procréation, les changements de sexe, la médecine prédictive, des questions qui laissent complètement au dépourvu et tant la société que les sujets ou un par un, voire même les médecins ou les scientifiques qui les pratiquent. Et on pourrait dire que l'angoisse a été présente dans le champ de la physique au XXe siècle, avec des questionnements sur le nucléaire, sur la bombe atomique, enfin des figures comme Oppenheimer. Les avancées de la physique génèrent quelque chose que la science n'arrive pas dont la science n'arrive pas à mesurer les conséquences. Oui. On pourrait dire qu'aujourd'hui, l'angoisse dans les sciences s'est déplacée de la physique dans la biologie, dans la génétique, dans toutes ces nouvelles démarches qui aujourd'hui bouleversent énormément les repères sociétaux, autant que les repères cliniques. Et qu'on peut se dire que peut-être aujourd'hui on est à la veille d'un appel inattendu de la science à la psychanalyse. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que pour moi, c'est au fond important que la psychanalyse, que les psychanalystes se tiennent prêts à relever les questions qui sont issues des avancées de la science et des technologies qui en résultent. Il faut se tenir prêt à ça. Or, parfois dans notre champ, j'ai l'impression
qu'on oppose science et psychanalyse, ce qui n'est pas faux, c'est tout un débat, c'est très complexe. On oppose aussi le réel, la science, le réel, la psychanalyse, tout à fait, à juste titre, enfin, on reviendra là-dessus dans l'entretien. Ce que je veux dire, mon message, c'est qu'il faut faire attention que la psychanalyse n'est pas une tentation conservatrice, qu'elle soit tournée vers le passé. La psychanalyse, pour moi, elle est tournée vers l'avenir, avec l'inconscient, la pulsion, la répétition, le transfert, avec Lacan, le réel, la jouissance, l'objet A, on a un appareil à penser les problèmes inédits et nouveaux issus des développements de la science. Alors, au lieu de dire tout le temps la science d'un côté, la psychanalyse de l'autre, comme si la science allait détruire la psychanalyse, ce qui n'est pas exclu, soyons nuancés, mais en même temps, je pense que la psychanalyse, et en particulier pour moi l'orientation lacanienne, est la seule à offrir une possibilité de traiter le réel mis en jeu, dévoilé par les pratiques scientifiques. Si vous voulez, le problème, c'est que la science est une pratique symbolique, on pourrait dire, qui souffre du défaut structural du symbolique. C'est-à-dire tout du vivant, voire même, pourquoi pas, toute la réalité, ne peut pas être traité par le symbolique et l'imaginaire. Avec Lacan, il y a l'idée qu'il y a un réel, qui est le reste de ces opérations imaginaires et symboliques, qui est aussi intraitable. Et que le symbolique, qui est au fond la démarche d'une pensée scientifique, avec la science moderne, avec Galilée, et puis Descartes, il y a l'idée qu'au fond, que la nature parle le langage des mathématiques. Ça veut dire que, au fond, il y aurait un abord possible par le langage, par le chiffre, par les formules, de traiter ce réel. Or, il résiste. Et il résiste, et les sciences butent sur cette résistance. Alors parfois on dit, les avancées des sciences, avec les biotechnologies, par exemple, de la procréation, mettent en crise le symbolique. Bon, c'est pas faux. Les pratiques biotechnologiques de procréation, de prédiction, de changement de sexe peuvent faire délirer la réalité. Il y a une connexion entre le symbolique et la jouissance qui fait que les choses sont dans l'excès et tout ça. Mais d'un autre côté, il faut reconnaître que les pratiques symboliques propres à la pratique scientifique ne met pas seulement en crise le symbolique, elle révèle aussi le défaut structural du symbolique pour traiter le réel. C'est-à-dire que c'est pas... Il y a un côté où c'est une mise en crise, on pourra en parler au Brésil, dans une conférence, une partie, c'est une question que j'ouvre. Une partie, c'est une mise en crise de tout le système de représentation, face à la butée de tout, au fond, une sorte de jouissance qui s'empare des possibilités de pratique, par exemple de la procréation, de la prédiction. Mais d'un autre côté, qui me paraît très fondamental, ça touche au défaut structurel du symbolique. Ça le révèle, ça le dévoile. Donc il ne faut pas confondre mise en crise et dévoilement de l'insuffisance du symbolique pour traiter le réel. Et pour moi, c'est deux abords qui doivent avoir lieu parallèlement. Ensuite, les pratiques scientifiques, en voulant traiter le réel, le produisent autant qu'elles le traitent, le produisent toujours plus loin et génèrent des questions de plus en plus vertigineuses, de plus en plus nouvelles, de plus en plus inédites. Donc vraiment ce qui est en jeu, c'est un réel soustrait à l'opération imaginaire et symbolique de la science et un imaginaire produit par l'opération symbolique et imaginaire de la science. Et que pour moi, ce point est le point de rencontre entre science et psychanalyse.
peut-être qu'il y a plus de proximité, qu'on veut bien le dire habituellement, entre le réel de la psychanalyse et le réel de la science. Par contre, on pourrait dire psychanalyse et science sont deux modes complètement différents d'abord du réel. Oui. On pourrait dire qu'il y a différents modes d'abord du réel qui m'intéressent beaucoup dans ce que j'écris. Et c'est d'un côté la psychanalyse, de l'autre côté la science, et troisièmement l'art aussi. L'art. Les artistes, les écrivains, les poètes disent les choses avant les autres et au fond ont un traitement du réel. Si vous prenez un écrivain comme Pascal Quignard, pour prendre un exemple au hasard, il a une possibilité, par exemple sur des sujets qui m'intéressent, la clinique de l'origine, de dire des choses sur le réel insaisissable de l'origine que aucun raisonnement psychanalytique n'arrive à dire aussi bien, de manière directe, immédiate et percutante. Oui. Donc ça veut dire que si on prend un exemple qui est celui sur lequel j'ai beaucoup travaillé, du monde de la procréation, de procréation médicalement assistée. Oui. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des questions monumentales qui se posent dans le monde de la procréation. C'est-à-dire la question de la procréation dans les couples homosexuels. La possibilité de réaliser quelque chose comme same-sex procreation, c'est-à-dire d'avoir des cellules souches qui peuvent permettre dans un couple de faire ou un spermatozoïde ou un ovule, peut-être même chez une même personne. Alors, ces cellules souches qui deviennent des spermatozoïdes et des ovules vont introduire un nouveau mode de procréation à l'intérieur même de couples homosexuels, sans passer par le don d'ovules ou le don de sperme. Et là, sur la question au fond, de comment la société, comment les sujets se débrouillent avec ça, la psychanalyse est convoquée de façon importante aussi par sa clinique. Finalement, c'est des questions éthiques, des questions sociales, mais l'éthique, on pourrait dire, il n'y a d'éthique que du particulier. Et la psychanalyse introduit cette éthique du particulier, du cas par cas, de l'unicité. Et au fond, aujourd'hui, on est toujours dans ce que Lacan appelait très bien dans le séminaire 17, c'est une phrase que j'ai relevée pour vous, la butée logique de ce qui s'énonce comme impossible. C'est-à-dire que la pratique scientifique et les technologies font l'expérience d'un point de butée qui est cette butée logique qui s'énonce comme l'impossible. L'origine est impensable. L'enfant ramène au réel plutôt qu'à l'originaire. Le lien entre sexualité et procréation est irreprésentable. La procréation en elle-même, qui est au centre des procréations médicalement assistées, est peut-être la part la plus irreprésentable du processus de la reproduction. Pourquoi c'est irreprésentable? C'est irreprésentable parce que c'est difficile, parce qu'il y a un réel de l'origine impensable. Pourquoi je suis moi et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi ici et pas ailleurs? Où est-ce que j'étais avant d'être conçu? Où est-ce que je serai quand je ne serai plus? Le sujet est confronté à ce type de questions qui sont au cœur des procréations médicalement assistées. Donc irreprésentable de l'origine, irreprésentable du lien sexualité-procréation, irreprésentable de la mort dans la procréation, puisque quand on introduit quelqu'un à la vie, on le met dans le registre de la mort. Et donc tout ça, c'est la butée de l'impossible, c'est la butée de l'impensable. Et la psychanalyse ouvre à une clinique, à une praxis, à une pensée qui arrive à loger à l'intérieur d'elle-même l'impossible. Et ça, c'est, je crois, l'immense apport d'avenir de la psychanalyse par rapport aux questions qui se posent dans la science. Merci beaucoup François Sermet pour cette réponse à cette question qui touche en même temps d'autres questions. Par exemple, pendant que vous parliez, je pensais à une question aussi qu'on vous avait fait concernant l'enfant, justement. Si l'enfant est devenu un objet de savoir pour la science,
peut-on parler en inhibition, on pourrait dire que ça peut agiter l'enfant, parce que vous avez touché aussi à cette question. Qu'est-ce que vous pourriez nous parler là-dessus? Bon, moi je pense que l'enfant est mis en question aujourd'hui dans la production des enfants, c'est-à-dire le fait de qu'est-ce que vont être les nouveaux modes de faire avec le réel insaisissable de l'origine, et surtout les nouveaux modes de jouissance. La thématique est beaucoup, qui est à l'actualité de l'école Lacoste-Freudienne et du Forcat avec Jacques-Alain Miller, lorsque les désirs deviennent des droits, on pourrait pousser plus loin l'interrogation en disant lorsque la jouissance, les systèmes de jouissance deviennent des droits. Et effectivement, on est dans un moment où la question de la production des enfants, de la médecine prédictive, de toutes ces démarches d'intervention sur la fabrication des enfants, est en plein carrefour. Si je prends la question, par exemple, du séquençage du génome humain, aujourd'hui on peut séquencer le génome humain. Avant, le séquençage du génome humain était réservé, ça coûtait une fortune, il y a eu un seul, puis deux, puis trois. Aujourd'hui, vous avez une possibilité de séquencer de moins en moins cher et d'avoir la carte génétique de chacun. Et que vous avez même des sites et des laboratoires qui s'appellent 23andMe, qui font pour $99 un séquençage des facteurs de risque, qui sont ensuite consultables sur Internet. À partir de là, vous avez le développement d'une médecine digitale où on pourra chercher à procréer, non plus en examinant le patrimoine du mari ou de l'épouse, mais en examinant son patrimoine, non plus financier, mais son patrimoine génétique, les facteurs de risque. Donc un nouveau système d'alliance par rapport à la prédiction. Et le fait de pouvoir prédire, on va dire, voilà, ce ne sera plus les Montaigu et les Capulet comme dans Roméo et Juliette, Shakespeare, ce sera, voilà, il y avait quand même un oncle qui avait une psychose maniaco-dépressive, de l'autre côté il y a un schizophrène, écoute, franchement, c'est peut-être mieux de trouver un autre conjoint, etc. Donc une programmation des risques ou une programmation de la prise de risque. Parce que le fait de connaître les risques en termes génétiques pourrait aboutir à un effet de ségrégation, de stratification de la population. On va dire, effectivement, il y a eux et nous. Eux, ils sont à risque, s'ils prennent des risques, ils le payent. La solidarité du système de santé vient du non-savoir, qui permet la réciprocité, qui fait que tout le monde est d'accord de payer pour tous, puisque nul ne connaît ce qui va lui arriver. Si on commence à avoir de la prédiction et des risques prédictifs mis en jeu dans de l'alliance par couple, on va avoir un autre système, c'est-à-dire les gens vont payer leurs risques. Oui, les enjeux éthiques seront... et les enjeux aussi cliniques, hein, parce que finalement, si vous voulez, au fond, l'humain, Lacan disait cette phrase toujours répétée, très forte, il n'y a pas de rapport sexuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule du rapport sexuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Oui. C'est ma façon de dire, il n'y a pas de mode d'emploi. L'humain est tombé dans le monde inachevé, c'est le plus néoténique des humains, et il est sans mode d'emploi. Et par rapport à la question de la sexualité et de la question de l'impasse sexuelle avec le non-rapport sexuel, il y a des fictions qui sont construites, et au fond, au milieu de tout ça, on peut se dire que certains systèmes de la science sont corrélés justement à cette question du non-rapport. Voilà. Oui. Aujourd'hui, le point de butée le point de butée logique de l'impossible touche à cette question de l'inachèvement du petit homme à sa venue au monde, hein, et à la question du non-rapport sexuel, du fait qu'il n'y a pas de mode d'emploi,
que rien est écrit et que tout ce qui se joue chez les humains autour de ça, face au développement de la science, est à mettre en rapport avec ces questions-là. C'est là la pertinence de la psychanalyse dans le champ des sciences, parce qu'autrement, aucun n'a pu l'analyser jusqu'à maintenant. Si vous prenez une psychanalyse psychologique, Oui. avec l'Oedipe, avec la filiation, avec le père, j'ai l'impression qu'on se trompe de chemin et qu'il faut plutôt prendre comme orientation le réel, la jouissance et l'objet art. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça qui est très percutant pour dans le travail entre psychanalyse et science.